Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, ça va être une session très très intéressante. On va mimer une consultation d'anesthésie et de voir comment on va pouvoir s'en sortir. Donc le cas va être présenté dans quelques instants, mais surtout, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi ce que dans un instant je vais appeler mes amis, ceux qui vont m'aider. Je vais commencer par Catel Péoc, qui est professeur de biochimie et chef de service dans les hôpitaux du Nord parisien. Alice Blé, anesthésiste réanimateur à Lyon. Théo Petzel, un cardiologue qui travaille aujourd'hui à l'hôpital de la Riboisière. Et François Després, qui est anesthésiste réanimateur. Donc en fait, je vais être l'anesthésiste qui voit cette patiente. Donc on va partir sur un cas concret. La diapositive reviendra très souvent et on va partir de ce cas en consultation d'anesthésie pour essayer de répondre à la question qui nous est posée, c'est-à-dire comment on va évaluer ce patient, cette patiente en l'occurrence, cardiaque en chirurgie non cardiaque. Et effectivement, le titre est approprié, ça bouge et vous allez voir que chacun des experts qui m'entourent va nous apprendre énormément de choses. Alors cette patiente, elle a 70 ans, elle doit se faire opérer d'un cancer du côlon gauche. Le chirurgien nous dit que voilà, il ne va pas falloir tarder pour l'opérer. Et donc, moi, je la reçois en consultation d'anesthésie. C'est la première fois qu'elle vient à l'hôpital. C'est même, elle ne voit pas beaucoup les médecins, cette charmante dame. Donc, dans les antécédents, elle nous dit qu'elle sait avoir une hypertension artérielle, qu'elle est incapable de dire quelle est sa pression artérielle aujourd'hui. Elle est sous inhibiteur d'enzyme de conversion. Elle nous parle d'une ACFA qu'on certifie dans l'électrocardiogramme et elle a un anticoagulant en continu. Elle nous parle d'un diabète non insuline dépendant avec cette nouvelle classe médicamenteuse, en tout cas pour nous, et François Després nous en parlera plus tout à l'heure, la dapagliflozine. Elle a une hémoglobine glyquée qui tient la route. Et comme je vous l'ai dit, cette dame n'a pas vu ni son cardiologue, ni aucun médecin depuis un long moment. Alors, quand on fait l'examen clinique de cette dame, elle dit qu'elle est essoufflée au bout de 10 minutes de marche, qu'elle arrive à faire les choses si elle est à la maison, mais que voilà, au bout de 10 minutes, elle est essoufflée. Quand on prend la pression artérielle en consultation d'anesthésie, elle a 145 sur 85 mm de mercure. Comme je vous l'ai dit, on confirme l'ACFA qui est quand même accélérée, 110 battements par minute. Et cette dame est en surpoids, 75 kg pour 1,65 m avec un IMC à 27. Et les premiers examens biologiques, voilà, les choses ont l'air d'aller à peu près correctement, en tout cas de ce qu'on a pu voir, avec une créatinine qui est à la limite de la normale. Donc moi, je vois cette malade devant moi, elle n'est pas essoufflée, là, devant moi, elle arrive à me parler, elle est là avec son mari. Néanmoins, je me dis, voilà, cette dame qui n'a pas vu de cardiologue depuis 3 ans, elle a quand même voilà, de l'hypertension, de l'ACFA, la pression artérielle, on a vu 145 sur 85, une ACFA à 110. C'est vendredi après-midi. Le chirurgien me dit, voilà, il faut l'opérer la semaine prochaine. Et je ne sais pas si vous feriez comme moi, mais en tout cas, moi, j'adore appeler mes amis. Et je me dis, voilà, il y en a au moins déjà le premier, les autres aussi, mais le premier va pouvoir m'aider. Donc Théo, je t'appelle, je te raconte l'histoire. Et je te dis, Théo, help, help, help. Comment peux-tu m'aider? Parce que, in fine, Alice Blé va faire l'anesthésie. Et mardi, donc Alice endort cette malade mardi, et moi je souhaite vraiment lui donner le tableau le plus clair possible sur l'état cardiovasculaire de cette dame pour qu'elle, et elle va nous expliquer comment, pour qu'elle puisse bien prendre en charge cette malade avec tout ce qui est marqué dans les recommandations. Alors Théo, aide-moi, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Et donc l'idée, c'est effectivement, on a quand même une patiente qui est cardiologique, elle a une fibrillation auriculaire, 110 par minute, et elle est essoufflée. Ça, le rationnel d'un essoufflement au bout de seulement 10 mètres,
c'est pas normal. Il faut qu'on s'assure, au bout de 10 minutes de marche, il faut qu'on s'assure qu'il n'y ait pas une éventuelle insuffisance cardiaque, une éventuelle cardiopathie sous-jacente. Commençons déjà par un électrocardiogramme, 12 dérivations de repos, c'est important. Alors oui, elle est en fibrillation auriculaire, mais on peut regarder les troubles de la repolarisation éventuelle. Et je pense qu'il y a un enjeu qui est majeur chez cette patiente hypertendue, diabétique, et puis un léger surpoids, c'est celle de la maladie coronaire. C'est pour nous un grand classique en tant que cardiologue que nos collègues anesthésistes nous disent, ben voilà, on a une patiente à haut risque, qui a des facteurs de risque, qui a en plus là une dyspnée. Est-ce que cette patiente, elle n'a pas finalement des artères coronaires sténosées? Donc je pense qu'il y aura aussi l'enjeu d'une épreuve d'effort ou d'un test d'ischémie. Sur l'ECG, peut-être un petit point toujours intéressant, c'est quand on a ces troubles de la repolarisation. Alors là, Alexandre n'a pas été facile avec nous parce qu'elle est en FA, donc on sait qu'on peut avoir des troubles de la repolarisation aspécifiques plus fréquents, mais notamment quand on a des ondes T négatives, sous décalage du ST un petit peu dans le territoire antéro-septo-apical, V1, V4, un peu en V5, V6. Il faut rester vigilant, et notamment à l'hypertrophie ventriculaire gauche, à la CMH, ça c'est quelque chose, Alice nous le redira peut-être tout à l'heure, qui n'est pas anodin si on est sur une cardiomyopathie hypertrophique, avec éventuellement un peu d'obstruction intracardiaque. C'est des patients qui ne sont pas toujours évidents à gérer. Donc moi je commencerai, Alexandre, par l'électrocardiogramme, et puis clairement, je pense que très vite va venir l'enjeu de l'évaluation coronaire. On peut peut-être dire un mot, si tu veux, du test d'ischémie. Oui. Alors c'est vrai que vous savez, ça je pense c'est un point important. Peut-être juste déjà rappeler que cette dame, elle a les facteurs de risque. Elle a des facteurs de risque. Pour une maladie coronaire. Absolument. Moi, au vu de ce tableau, déjà, si tu m'appelles et qu'on en discute, je préconiserais de faire ce test d'ischémie. Alors ce qui est chouette, c'est qu'on peut en faire plusieurs en fonction de vos disponibilités locales. Alors il y a la scintigraphie de stress, il y a l'IRM de stress, il y a l'échographie de stress. Et tous ces examens-là sont intéressants et vont nous permettre finalement de mettre le cœur de cette patiente à l'effort. Alors là, on imagine volontiers dans ce contexte qu'elle n'arrivera pas à faire un effort suffisant. Il faut savoir que, juste une petite parenthèse, on a à peu près la moitié des tests d'effort qui sont faits en France qui sont sous-maximaux, avec des patients qui, problèmes de genoux, de souffle, n'arrivent pas à pousser l'effort. Donc on a des outils, j'en dis juste un petit mot, ce sont les médicaments vasodilatateurs, dipyridamol, adénosine, plus récemment le régadénoson, qui sont vraiment intéressants, je pense, en vue de l'anesthésie, parce qu'ils vont mettre le cœur du patient à l'effort. Moi, j'aime bien leur dire, c'est comme si vous alliez faire un sprint, mais il n'y a que votre cœur qui fait le sprint, et on voit un peu comment il se comporte. Et je pense que le vrai message pour les collègues anesthésistes, c'est que si on a un résultat qui est négatif, qui est normal, c'est extrêmement rassurant en vue de l'anesthésie. C'est-à-dire qu'on a poussé le cœur du patient à l'effort, on l'a poussé dans une situation de vasodilatation maximale, et nous on constate une fonction qui reste préservée, une perfusion qui reste préservée. Donc Alice sera contente de savoir qu'elle a de la réserve, parce qu'au bloc opératoire, il va pouvoir éventuellement se passer des choses, mais elle sera bien contente de savoir qu'il y a de la réserve. Exactement. Et nous, à la Riboisière, c'est vraiment quelque chose qu'on fait régulièrement, ces tests d'ischémie, dès qu'il y a, comme chez cette dame, moi je l'aurais fait, de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, cette dame, donc, je vais la convaincre que lundi, il faut qu'elle ait un examen, puisque maintenant, tu es en fait un peu le cardiologue, au moins transitoirement, de cette malade. Est-ce qu'en plus de la pathologie coronaire qu'il faut éliminer, est-ce que tu as une arrière-pensée sur la fonction cardiaque de cette patiente ? Et comment pourrais-tu nous aider justement et aider Alice le moment venu à bien savoir est-ce que la fonction cardiaque elle est normale, anormale, comment l'imagerie aujourd'hui et les progrès de l'imagerie peuvent rapidement nous aider à avoir une idée? Ouais, ça c'est une question importante, je suis d'accord avec toi. On a une patiente qui est dyspnéique, qui est en FA 110 par minute. Il faut que je connaisse... Hypertendue depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, qui regarde là une systole à plus de 140. Déjà, je vais avoir besoin de connaître sa FEVG. C'est une évidence. Cette patiente, elle peut avoir une FEVG altérée, elle peut avoir fait un infarctus passé inaperçu. On en a plus souvent que vous l'imaginez. Je fais un petit clin d'œil à Catel dans un instant. On aurait envie de voir un biomarqueur. BNP, NT-proBNP, ça va beaucoup nous aider. Là, clairement, Alice va avoir besoin de vos deux expertises pour pouvoir être rassurer la malade, la famille, ou à l'inverse, dire
attention, la chirurgie, il va falloir faire très attention. Absolument. Donc l'écho, effectivement, et peut-être juste avant de laisser la parole à Catel, parce que moi, le BNP, NT-proBNP, c'est vraiment important pour moi dans l'évaluation. Ça va me permettre soit d'être très rassuré très vite, soit au contraire d'aller un petit peu plus loin. Mais notamment sur l'échographie, Alexandre, si tu veux que j'en dise un mot. Absolument. D'abord la FEVG, ça on l'a tous en tête, mais c'est vrai que c'est très important. Si on a une FEVG qui est altérée, ça va complètement changer notre raisonnement anesthésique, et on va avoir peut-être la question de est-ce que cette chirurgie peut être un tout petit peu retardée de façon à optimiser la fonction cardiaque du patient. Mais l'autre élément, on peut peut-être en dire un mot, aller un tout petit peu plus loin. On a une patiente qui est en FA, qui est dyspnéique. Imaginons que je tombe, c'était le cas de cette patiente, sur une FEVG préservée. Vous savez que les patients peuvent faire de l'insuffisance cardiaque tout en ayant une FEVG normale. Nous, on le voit de plus en plus en cardiologie. Et l'objectif, ça sera de comprendre pourquoi. Et de regarder notamment cette hypertrophie. Est-ce qu'on a une hypertrophie du ventricule gauche? Comment? On sait que ça va entraîner des troubles de la fonction diastolique. Donc pareil, probablement pour Alice derrière, un peu moins de réserve si ça se passe mal. Et puis on regardera l'oreillette également, l'oreillette gauche. Plus cette oreillette gauche est dilatée, plus on sait que ça traduit une insuffisance cardiaque à FEVG préservée ancienne, mal équilibrée, et sur laquelle il y aura un peu plus volontiers d'insuffisance mitrale, un peu plus de précautions encore à prendre. Donc là, l'astuce que tu nous donnes et qui est très très importante, c'est que quand une malade comme ça, on a le résultat d'écho sous les yeux, évidemment on regarde la fraction d'éjection, mais l'œil doit immédiatement aller sur la taille de l'oreillette gauche, une fraction d'éjection qui est préservée, mais une oreillette gauche qui est dilatée, qui d'ailleurs peut expliquer l'ACFA, c'est quelque chose c'est des patients qu'il va falloir qu'on vous envoie parce qu'ils peuvent faire une dysfonction diastolique ventriculaire gauche. Absolument, absolument. Et puis, peut-être un petit complément, c'est aussi d'évaluer cliniquement. C'est aussi une patiente que je peux voir après toi, Alexandre. Est-ce qu'elle est congestive? Je pense vraiment, on en reparlera avec Alice, mais que c'est aussi notre rôle de préparer que le patient soit le plus euvolémique possible. Cette dame, on peut très bien imaginer qu'elle soit très légèrement en surcharge, et qu'en réalité, à l'auscultation, elle ait des petits râles crépitants et cette dysfonction diastolique, et que de l'optimiser avec un peu de l'azélix en amont pour être intéressant. Et cette surcharge, on peut la voir aussi en biologie? Est-ce qu'il y a aussi un marqueur qui peut nous aider? Absolument, et là je pense que c'est le vrai clin d'œil pour Catel. C'est là où le BNP, NT-proBNP, pour moi, joue un rôle clé. Comment tu vois ça, Catel? Oh là là, mais là, il va falloir que tu nous aides, parce que là, il est 16h, donc on a bien compris qu'on va avoir plein d'examens, mais tout le monde te regarde maintenant.